Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour échanger sur l'avenir des métiers de la communication. Je voulais remercier tout d'abord Pierre Calmar et les équipes de Dentsu de nous recevoir dans leurs locaux aujourd'hui pour ce débat. Comme vous pouvez le voir, je suis en vidéo car en télétravail à 100% chez Accor, donc un peu loin de Paris aujourd'hui. L'accélération de la digitalisation et les enjeux environnementaux et sociétaux impactent nos entreprises et nous poussent à revoir nos modèles d'organisation, aussi bien à l'intérieur de nos sociétés que la relation que nous avons avec l'ensemble de nos partenaires. Mettre plus d'intelligence collective, évidemment désiloter les organisations, permettre aux gens de travailler beaucoup plus ensemble, ouvrir nos entreprises à l'extérieur et insuffler une culture de l'open innovation, manager notre data et mettre toujours au devant de la scène nos clients au cœur du réacteur, impacte forcément l'évolution de nos métiers. Mais je pense que c'est une formidable opportunité pour revoir nos modèles et pour réfléchir différemment à une société plus responsable, plus inclusive. Et c'est la réflexion que nous allons tous avoir aujourd'hui ensemble. Ce débat a été préparé par Karine Tisserand, notre directrice générale, accompagnée de Bernard Gassia, directeur de la communication du groupe CIC, administrateur et ex-président du Club des annonceurs. Il apportera sa vision et son témoignage en tant qu'annonceur. Il sera accompagné par Australigad, VTScan et Dentsu pour avoir une vision plus complète de l'ensemble de l'écosystème. Nous avons demandé aussi à Isabelle Rouen, fondatrice de Colibri Talent et également créatrice de l'Observatoire des métiers du futur, d'orchestrer ce débat. J'en profite pour faire un peu de publicité sur son livre où elle retrace et elle porte une vision des métiers de l'avenir et des nouveaux métiers que nous ne connaissons pas encore. Par exemple, moi, celui qui m'a vraiment étonnée, c'est les feeders de robots. Vous verrez tout ça en parcourant son livre. Je vous laisse maintenant avec l'ensemble des invités et surtout Bernard, qui est en direct du plateau de tournage. Et je vous retrouve pour partager avec vous les questions que vous pourrez avoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien déjà ce beau matin ensoleillé. De voir le soleil par les temps qui courent. Et donc, effectivement, on a voulu s'interroger au club sur les mutations profondes de notre métier aujourd'hui, des mutations qui nous touchent évidemment en tant qu'entreprise, mais qui touchent aussi tout notre écosystème, que ce soit les médias ou bien sûr les agences. On a voulu le faire comme on le fait au club. Vous savez qu'en ce moment, il y a les états généraux de la communication qui s'interrogent à raison sur les enjeux fondamentaux de notre métier. Nous, on a voulu aller voir de façon concrète comment se passaient les contacts, comment se passaient les relations au quotidien et comment surtout elles évoluaient. L'enjeu, c'est bien de réinventer nos interdépendances, d'y réfléchir à nouveau. Mais pour ce faire, il faut intégrer que nous sommes dans un monde qui est en évolution profonde. Il est en évolution sur deux axes, notamment majeurs. C'est un monde qui est de plus en plus complexe et où on ne peut plus réussir à trouver des solutions tout seul. On le voit au sein même de nos entreprises, on est obligé de travailler de plus en plus en interaction, à la fois avec nos clients, avec les autres services. Et donc, on a une problématique de gestion de complexité qui ne peut passer que par une capacité à réinventer un mode collaboratif. Et puis, le deuxième point qui est essentiel, c'est qu'on est aussi dans un monde qui est en recherche de sens. Et si la crise du Covid nous a appris quelque chose, c'est l'humilité. C'est le fait qu'à un moment donné, on avait besoin les uns des autres. On pouvait se croire les rois des animaux, trouver que les solutions technologiques allaient résoudre tous les problèmes. Et puis patatras, quelque part, on s'aperçoit qu'on a besoin des autres. Peut-être que c'est une bonne nouvelle, au fond. C'est quoi, finalement, ce mot d'interdépendance ? On vient d'une société
qui était fondée sur la réussite individuelle, sur l'épanouissement personnel de chacun. Et on voit qu'aujourd'hui, il est urgent de réinventer nos modes d'être ensemble, notre façon de collaborer, notre façon d'être solidaire. Il faut le réinventer dans notre façon d'être d'abord, et puis il faut le réinventer aussi dans nos discours. Voilà. Et en gros, il est urgent que nous retrouvions nos marques dans tous les sens du terme. Pour ce faire, on a un beau plateau ce matin pour échanger. On va étudier ce qu'on appelle au club, pour faire brancher, des moves, donc des mouvements. Il y a 4 moves qu'on va étudier. Celui de la société et de l'évolution des attentes, on a vu que c'était central. Le deuxième move, ça va être celui de l'évolution des entreprises et donc du métier d'annonceur. Le troisième, c'est celui des médias et des points de contact. On ne touche plus les gens de la même façon qu'avant. Et puis après, c'est le move des agences, de leur modèle économique pour pouvoir être des partenaires qui correspondent aux besoins des annonceurs d'aujourd'hui. Voilà, donc j'espère qu'on va passer ensemble une belle matinée et je passe la parole à Isabelle. Merci beaucoup Bernard, bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être là et je remercie le Club des annonceurs de m'avoir proposé d'animer cette table ronde, en particulier Laurence, Bernard et Karine. Je vais vous présenter nos intervenants de ce matin puisqu'on a réuni 3 dirigeants d'agence et un dirigeant de cabinet de conseil. Donc, je suis entourée de Pierre Calmar, qui est président de Dentsu France. Merci de nous recevoir Pierre. Merci. De Gilles Masson et de David Leclabar, qui sont coprésidents de la nouvelle entité indépendante Australigad. Bonjour. Et de Fabrice Valmier, qui est co-dirigeant de VTScan, cabinet qui accompagne les annonceurs dans le choix de leurs partenaires. La marque est au cœur de tout, je crois qu'on l'a déjà abordé, et du coup, effectivement, ça nous oblige à repenser les organisations, notamment parce que la data et le partage de la data changent la façon d'interagir entre les parties prenantes, que l'on soit collaborateurs, partenaires, clients, annonceurs, et c'est ça aussi qui va nous faire réagir. Alors, quelques petites précisions concernant l'échange de ce matin. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, on les prendra en fin de table ronde si le temps le permet. L'échange de ce matin est également enregistré, donc il y aura un replay qui sera disponible d'ici quelques jours. Et enfin, en conclusion, le Club des annonceurs a souhaité interroger le regard des jeunes. Et donc, on sera en partenariat avec Sub de Pub et Laurence Armango, qui nous présentera ce que ces étudiants de Sub de Pub ont comme vision de leur entreprise de rêve. Mais je n'en dis pas plus, et du coup, je souhaite ouvrir le débat avec les agences, et en particulier vous, Pierre, sur qu'est-ce que, en fait, tous ces mouvements amènent comme changement dans la société. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui de votre point de vue de dirigeant d'agence ? Alors, comme souvent, la crise elle a cristallisé des changements qui étaient déjà latents auparavant, mais la crise a ce facteur incroyable d'accélérer l'histoire, en fait. Et donc, je pense qu'en tant que patron d'agence, ce qui est très important de constater, c'est que la publicité est devenue encore plus suspecte qu'avant. Je pense qu'il faut le reconnaître. On a un problème de crise de confiance du consommateur dans la publicité. C'était latent avant, on le voyait avec la Convention citoyenne déjà, donc la pub elle est jugée comme étant polluante, à la fois sur un plan littéral du terme, mais aussi sur un plan psychologique du terme. Et c'est vrai que je pense qu'il est sage de le reconnaître et de se dire il faut certainement réinventer quelque chose. Chez Dentsu, on a encapsulé ça dans le concept de l'ère post-publicitaire. Alors le post-publicitaire, c'est quoi ? C'est justement la réinvention de la pub. C'est un peu comme le post-modernisme en art, c'est pas la négation de l'art, c'est la réinvention de l'art. Là, c'est appliqué à la publicité et à la communication commerciale. Parce que le paradoxe, c'est que les consommateurs n'ont jamais eu autant besoin de communiquer, paradoxalement. On a besoin d'avoir du soleil dans nos vies, on a besoin de consommer, de se faire plaisir, on a besoin aussi d'avoir de la part des marques un discours sur l'authenticité et sur ce qu'elles font réellement. Et donc on a cette ambivalence entre d'un côté ça pollue, de l'autre côté j'en ai besoin, donc comment je peux mixer tout ça ? Et pour moi, il y a 3 grandes tendances qui se dégagent dans la société et qui s'accélèrent considérablement, qui sont sur 3 mots-clés très simples. Responsabilité, simplicité, transparence. La responsabilité, c'est justement l'exigence que les consommateurs ont vis-à-vis des marques sur justement leur impact sociétal, sur leur impact dans la société. On a bien vu justement
à travers les exemples de Decathlon, LVMH ou d'autres, à quel point les entreprises, pendant la période de pandémie, ont essayé justement de développer un maximum cette logique de responsabilité. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui les médias, on voit que la publicité, déjà en un an, a beaucoup évolué. Et les messages portés par les annonceurs sur les différents écrans, notamment, sont devenus vraiment beaucoup plus orientés vers la raison d'être et le sociétal. Le fond et la forme ont changé, en fait. Le fond et la forme ont changé. Sur la simplicité, c'est là une forme de paradoxe, c'est que le consommateur veut un truc très simple. On est à l'ère des interfaces. Voilà. Un iPhone, c'est un truc super compliqué. Il n'empêche que ça se manie avec un doigt, voire même avec la voix. Donc c'est quelque chose qui est aussi très ancré. C'est une forme d'accès extrêmement fluide, extrêmement simple à l'information, aux objets, à la consommation. Et le dernier point, qui est la transparence, effectivement, c'est je veux que la marque me dise tout, que rien ne soit caché. Alors c'est évidemment les réseaux sociaux qui ont quand même développé cette tendance de façon extrêmement forte, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le mensonge n'est plus une option, même par omission. On l'a vu évidemment dans l'univers des marques, et on doit absolument aujourd'hui dévoiler un maximum la façon dont les produits sont effectivement construits, pensés, fabriqués. Il y a une logique derrière tout ça de souveraineté aussi, on le voit bien, nationale qui est en train d'émerger. Donc tout ça, effectivement, ce sont des tendances qui sont extrêmement fortes. Et pour finir sur cette première question, je dirais que ce qui est amusant, parce que ce triptyque responsabilité, simplicité et transparence, c'est exactement aussi ce que les annonceurs demandent aux agences. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de résonance qui est assez intéressante. Finalement, les annonceurs ne sont des êtres humains et les agences aussi. Heureusement, pour l'instant. C'est un bon constat de cette table ronde. Pour l'instant. Mais je crois que cette tendance elle est extrêmement forte parce que ça s'applique exactement de la même façon sur la façon dont justement l'interdépendance entre agences et annonceurs se fait et dont on va pouvoir collaborer ensemble de plus en plus. Ouais. Merci Pierre. Donc responsabilité, simplicité et transparence. Et puis souveraineté aussi, c'est intéressant. Et vous, de votre côté, Gilles et David, qu'est-ce que vous voyez chez Australigad comme tendance de fond d'un point de vue sociétal ? Au-delà des tendances sur le sociétal, on est quand même dans une ère de l'incertitude totale. On le voit, regardez tout ce qui s'est passé sur les discours scientifiques, qui étaient vraiment une colonne vertébrale de certitude et qui sont aujourd'hui extrêmement challengés. Et cette ère d'incertitude, elle concerne beaucoup de choses. Elle concerne la démocratie, vu qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que le populisme est en train de monter. Elle concerne le capitalisme, vu qu'aujourd'hui on remet en question le progrès, en disant le progrès est un peu suspect. On remet en question la mondialisation, qui peut faire mal. On remet en question l'ascenseur social, qui ne marche plus. Donc on est vraiment dans une ère de défiance. Il y a un célèbre joueur de baseball qui disait « l'avenir n'est plus ce qu'il était ». Et je trouve que c'est vraiment ça la formule qui touche. Et on est d'autant plus dans cette ère d'incertitude et de défiance que c'est un moment, le Covid, qui a complètement bousculé les choses et qui a changé profondément les choses. Quand vous regardez ce qui se passe, l'arrivée du télétravail qui devient d'un seul coup quelque chose de normal, alors que c'était un phénomène absolument marginal il y a quelque temps, et quand vous vous rendez compte qu'effectivement, tout ce qui se passe aujourd'hui, regardez par exemple ce qui se passe pendant le confinement, les salaires deviennent nationalisés et le chez-soi devient privatisé. Donc c'est des grands changements. Et par rapport à ça, il y a un phénomène très étonnant, c'est que c'est les acteurs de proximité qui gagnent. Ce sont les maires, MAIRES, des communes, et ce sont les entreprises, à la surprise de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais cru que les Français avaient un rapport aussi fort à l'entreprise. Les entreprises, ils gagnent. Mais attention, les entreprises au sens entreprise-marque. Il n'y a plus de séparation aujourd'hui entre les entreprises et les marques. Et donc en gros, par rapport à ça, les entreprises doivent gagner encore plus en confiance et en proximité. Et ça veut dire qu'il faut qu'elles fassent des choses très concrètes, qu'elles jouent un rôle d'antidote à la crainte ambiante, parce qu'à un moment, il faut apporter de l'énergie positive dans une société en crise, et qu'elles soient utiles. Et je crois que c'est vraiment ça aujourd'hui, pour rejoindre ce que dit Pierre, c'est comment aider les gens à avoir moins peur, très concrètement, par rapport à ce qui est en train d'arriver, donner des repères et être utile. Et amener du positif. Et amener du positif, ce que j'appelle de l'énergie positive, effectivement, aux gens. Et c'est ce qu'on essaye de faire ce matin. Merci beaucoup Gilles. Après, le sujet, c'est de voir comment est-ce que tous ces changements sociétaux qu'on vient d'évoquer transforment le métier d'annonceur. Et pour ça, Fabrice, je voulais vous passer la parole parce qu'avec votre cabinet, vous avez une vue en fait très transversale sur les différents besoins des annonceurs et la manière dont ils évoluent et du coup, comment leur métier change. Oui, merci. On a de la chance, puisqu'on fait à peu près 60 missions par an, donc on voit beaucoup d'écosystèmes annonceurs, notamment. Il y a un point, on parlait de l'accélération, de la transformation qu'a amené le Covid, parce que ce n'est pas seulement engendré cette transformation, c'est cette accélération-là. En fait, il y a un sujet, c'est qu'est-ce qu'on consomme. Et aujourd'hui, la consommation, c'est les réseaux sociaux et le streaming. Ça, c'est des changements qui sont fondamentaux.
Si on part de ça, qu'est-ce qui a évolué chez les clients? Globalement, face aux pure players, pas grand-chose. Et il faut vraiment repartir de ces deux points-là. Vous savez, c'est comme la télévision. Avant, on croyait à la télévision et on investissait dans la télé parce qu'on consommait la télé quand on était marketeur ou président d'une entreprise, etc. Il faut bien se rendre compte, on le voit bien sur les plateformes, les interfaces, cette consommation-là, et ce que ça représente en termes de consommation de culture et donc de communication. Les besoins des annonceurs par rapport à ça, dans cette ère qui est quand même une ère de transition, un des premiers besoins, c'est l'onboarding. Je pense qu'on reviendra un petit peu dessus, mais cet aspect de l'humain, c'est quand même quelque chose, la compatibilité culturelle interne chez un client qui a quand même embauché des gens depuis un an, sans parfois les voir, hein, c'est quand même très compliqué. Je le vois au cabinet sur les prises de poste, effectivement. Voilà, donc ça, cet enjeu d'onboarding, c'est un point très important. Le deuxième point important côté annonceur, c'est la capacité à se mettre en posture de pure player. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, on parle de data-driven, etc. Mais la réalité d'entreprises comme ManoMano, qui va faire 1 milliard de chiffre d'affaires en quelques années, c'est ça. Donc, comment on peut se mettre en posture d'avoir les mêmes armes face à ces nouveaux entrants qui, en streaming ou en réseaux sociaux, ont fondamentalement pas tellement investi publicitairement ou en termes de communication. Donc ça, c'est quand même des vrais sujets qui touchent les organisations marketing et communication chez les clients. C'est un deuxième point. Et un troisième point, je regarde mes petites notes pour rien oublier, mais il y a un troisième point, c'est l'internalisation. L'internalisation, le in-house, est un sujet chez les clients qui pose la question de la difficulté du scope of work. Comment on définit le périmètre de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne fera pas, et du coup de ce qu'on confiera à une agence entre ce qu'elle fera et ce qu'elle ne fera pas. Ça, c'est le troisième point, et c'est une grosse tendance aux États-Unis. L'international est un point d'inspiration. Vous avez quand même 80% des annonceurs aujourd'hui qui in-houseisent les choses. Donc, cette manière de travailler ou d'amener... Qui internalisent une équipe agence chez eux dans leurs locaux. C'est pas qu'ils internalisent l'agence, la sémantique. Le in-house, c'est je me dis que je le fais chez moi et donc j'internalise. Après, qu'on mette les agences in situ chez soi est aussi un sujet qui se faisait très très peu parce que c'était un métier sédentaire. Et aujourd'hui, on met des bataillons, des agences partenaires au sein des structures chez les clients. Et c'est une manière de traiter entre le in-house plutôt que d'externaliser totalement, qui est quelque chose d'intermédiaire et de très intéressant parce que ça va plus vite. L'equity de la marque, on la comprend, on la partage, les KPI aussi, etc. etc. Donc ce système d'in-house, d'in situ est un sujet qui est phénoménal. Voilà. Et qui est tellement phénoménal, je vous raconte une anecdote, il y a 7-8 ans, j'étais aux États-Unis, je posais la question... à des agences, et je leur disais au talent, mais est-ce que vous allez aller dans une agence in-house chez un client? Il n'y en avait pas un qui y allait. Aujourd'hui, vous posez la question, il y en a 1 sur 2 qui est intéressé à y aller, parce que le scope d'intervention n'est plus le même. Voilà. Et puis un dernier point, c'est les outils. Pour un annonceur, les outils de management de projet, dans un monde complexe, comme le disait Bernard, c'est un vrai sujet. Ça permet d'accélérer et de maîtriser un petit peu l'onboarding, le management des calendriers de prise de parole, parce qu'il y a de plus en plus de flux de création, donc c'est pas simple d'organiser tout ça. Et puis, ces outils de management, ça aide aussi simplement à s'orienter sur les datas et à les exploiter pour faire le push des messages. Voilà. Merci Fabrice, c'est intéressant comme témoignage. Bernard, est-ce que vous pouvez peut-être compléter avec ce que vous vivez au sein du CIC, parce que je crois que du coup, vous avez internalisé pas mal de choses aussi. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important de dire, c'est que effectivement, le sujet de l'annonceur, ça reste toujours la préférence de marque. Mais il y a quand même quelque chose qui a changé, c'est que l'entreprise était vécue essentiellement comme un acteur économique. Aujourd'hui, elle est aussi un acteur sociétal responsable. Et ça veut dire que les réponses qu'on doit apporter doivent être à la fois d'utilité concrète sur le plan de ce que nous proposons en termes d'offres, mais aussi d'influence en termes de responsabilité de l'entreprise dans la société. Alors, si on est concret sur ce qui
a changé. Le premier mot que j'utiliserais, c'est la réactivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on faisait 5 campagnes par an. Voilà. Aujourd'hui, la communication, c'est en permanence, c'est chaque minute, c'est au quotidien sur les réseaux sociaux. Il faut être en mesure de répondre. Ce sont des interactions avec les services de l'entreprise qui sont de plus en plus nombreux. Et donc, si on n'est pas à même de réagir rapidement, tout de suite, on ne correspond plus aux attentes du public. C'est des interactions aussi avec ce public qui sont permanentes. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel et c'est pour ça, Isabelle, qu'on a justement au CIC, on a internalisé à la fois un studio graphique, mais l'achat d'espace sur les réseaux sociaux, parce qu'on est en mesure ainsi de réagir quasiment instantanément, à la fois avec un post qui est adapté aux réponses voulues et avec une capacité à faire un push qui va bien. Donc ce sujet de la réactivité est central. Le deuxième sujet qui est vraiment important pour les annonceurs aujourd'hui, c'est évidemment la maîtrise des coûts. La maîtrise des coûts, c'est un sujet en matière d'achat depuis longtemps. Hein, et Pierre, c'est pas nouveau, c'est ce que j'allais dire. Et Pierre le sait. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une démultiplication du nombre de canaux qui fait qu'on est obligé de produire, et notamment en création, de produire des contenus de plus en plus variés et de plus en plus différents. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre une somme d'argent pour produire un contenu disproportionné par rapport au nombre de personnes qu'on va toucher. Et puis, il faut réussir à faire tous ces contenus dans un délai qui est extrêmement court. Alors, comment on fait? Alors, c'est là qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble avec les agences pour trouver des process d'industrialisation de ces contenus qui nous permettent de réussir à lever ce challenge. Hein, voilà. Donc là, il y a un vrai enjeu majeur. Alors, on a parlé, on va dire, de ce que l'annonceur pouvait faire lui-même, mais il y a aussi des sujets où on a absolument besoin des agences, c'est notamment sur les sujets de maîtrise de la complexité. C'est vrai qu'aujourd'hui, un mix média, on avait d'ailleurs fait à l'époque au club, il y a quelques années, un programme qui s'appelait Intégral. Aujourd'hui, une bonne solution de communication, c'est une solution qui permet d'intégrer évidemment de la communication publicitaire, mais aussi du social, mais aussi de l'événementiel, mais aussi des relations presse. Alors tout ça, ça existait avant, sauf que là, ça doit travailler ensemble parce que pour générer finalement la même puissance de contact, il faut réussir à les faire matcher ensemble. Et là, on a besoin d'avoir des prestataires qui nous proposent des solutions qui sont plus intégrées pour nous accompagner dans ce pilotage, qui est un sujet qui n'est pas évident, qui est un sujet complexe, avec des métiers qui sont divers, et comment on réussit à construire et assembler tout ça. Et puis, le dernier point, sur lequel on a absolument besoin de nos amis les agences, c'est pour penser out of the box, comme on dit en jargon. Finalement, j'en avais peu utilisé, moi, d'anglais depuis tout à l'heure, donc je m'y mets aussi. C'est pas un concours non plus. Voilà. Et donc, il est clair que quand on est à l'intérieur de l'entreprise, on n'a pas forcément toute la prise de recul pour pouvoir voir ce qui va changer. Et on a absolument besoin d'innover. Aujourd'hui, l'innovation, ce n'est pas un sujet de déclaration, c'est qu'il faut qu'on trouve des solutions nouvelles. Les solutions qu'on avait hier ne sont plus les solutions d'aujourd'hui, qui ne seront pas les solutions de demain. Pendant des années, on avait quand même des moules, hein, et puis on rentrait dans les moules, et puis on travaillait comme ça. Et bien voilà, ces moules, ils n'existent plus. Et donc, il faut réinventer des solutions qui sont réellement nouvelles. Alors, la question, c'est comment on fait? On le fait en réfléchissant ensemble et en ayant une relation étroite. Voilà, Isabelle. Merci beaucoup Bernard. Et au-delà de comment on fait, en fait, le sujet, c'est par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Comment est-ce que ces nouveaux métiers et tous ces changements et tous ces partenariats font évoluer la façon déjà d'engager les cibles, parce qu'on se rend bien compte que la façon de communiquer a bougé. Et qu'est-ce que ça change au métier des agences? Et je mets au métier au pluriel, parce qu'il y a une granularité importante de métiers dans chacune de vos agences, que ce soit côté média ou côté création et message. Comment ça bouge aujourd'hui? Pierre, peut-être déjà, ça bouge évidemment énormément. Ça change pour moi autour d'une notion qui est clé, autour de laquelle on tourne là, qui est la notion de pertinence. Je crois qu'on est dans un monde qui recherche de sens. On a besoin de sens. D'où les mots-clés de tout à l'heure, d'où le fait effectivement que chacun cherche le sens de sa propre entreprise, de sa propre marque et de ce qu'il fait.
Et c'est exactement pareil pour le public. Le public, lui, il recherche le sens dans la communication, le sens profond. Donc c'est plus fais-moi rêver, c'est explique-moi qui tu es, ce qui est quand même beaucoup plus profond comme attente. Et c'est là où la publicité doit absolument s'adapter. Et c'est vrai que dans cette ère post-publicitaire, ce qui est sûr, c'est que la publicité de Napalm, telle qu'on a pu la connaître, pour le coup, est de moins en moins efficace. Ça, pour le coup, toutes les études le démontrent. C'est-à-dire, si je me contente de balancer en push un message monolithique et unique pour tout le monde, l'efficacité est bien moindre aujourd'hui et d'ailleurs même avec des risques d'être mal reçue et jugée comme étant justement polluante. Donc, la capacité à cibler des publics de façon ultra pertinente, donc ça, c'est dans les deux métiers des agences médias un élément qui est essentiel, mais aussi dans le métier des agences créa, puisque le but du jeu, c'est le bon message à la bonne personne. C'est être capable de moduler, quasiment en temps réel parfois, comme vous l'avez indiqué justement sur cette logique de réactivité, être capable d'aller cibler de façon ultra pertinente chaque public. C'est là d'ailleurs où je pense qu'on a aussi un énorme problème en France. Je vais mettre un petit pavé dans la mare, c'est le premier de la journée, mais il est marrant celui-là, concernant la CNIL. Quand on a un acteur comme la CNIL qui, justement, pensant réguler l'économie de la publicité en imposant donc, une logique où finalement il est quasiment impossible de cibler, c'est pour moi totalement absurde puisque c'est le contraire même de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire limiter le côté polluant de la publicité par justement une limitation de la pub naturel parce qu'on va cibler de façon beaucoup plus pointue, beaucoup plus précise. Au-delà du fait qu'effectivement, on est en train de perdre totalement notre souveraineté nationale puisque la CNIL a été créée et payée par l'État français et donc par nous-mêmes pour justement sauvegarder l'écosystème français et européen et qu'aujourd'hui les grands gagnants de tout ça sont les GAFA, ce qui est quand même le deuxième paradoxe que je tenais à souligner. Donc là, on a quand même un énorme problème pour moi d'adéquation entre le but recherché, l'évolution naturelle de nos métiers vers plus de pertinence et une régulation qui se fait, qui pour moi est totalement contradictoire. On a un deuxième public, parce que dans votre question, moi j'ai deux réponses. Il y a le public en général, donc dans cette logique de pertinence, de quête de sens, mais on a aussi le public des gens qui travaillent chez nous, les gens qui bossent en agence. Et je pense qu'on a le même type de problème, un problème de crise de sens en fait. Pourquoi je fais ce métier ? Qu'est-ce qui va me faire rêver ? Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir avoir un impact sur le monde ? Et ça, c'est quelque chose qui est vrai dans beaucoup de métiers, mais que l'on connaît beaucoup dans la pub. Quand j'ai commencé, donc il y a fort longtemps, dans ce beau métier, trentaine d'années, on va dire, et bien effectivement, la pub, ça faisait rêver. C'était un métier où il y avait de l'argent. Il n'y en a plus, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un métier qui faisait rêver parce qu'effectivement, voilà, on avait cette logique, c'était un métier valorisé, on va dire. Aujourd'hui, on s'aperçoit dans les agences qu'on a du mal à trouver des jeunes bien formés. Je pense que d'un point de vue académique en France, par rapport aux autres pays européens ou anglo-saxons, on a un niveau académique aujourd'hui moindre dans la publicité, dans la com, que ce que l'on a dans les autres pays du monde. La France a toujours été une terre d'excellence, et notamment en créativité, très clairement. Et il ne faudrait pas le perdre, ça, parce que justement, je trouve que là, on arrive sur des systèmes un petit peu à bout de souffle. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment urgence à se replonger dans la pertinence, dans la quête de sens. Encore une fois, cette réinvention d'une ère post-publicitaire, pour moi, c'est un peu le nouveau sens que l'on veut donner chez Dentsu, mais je sais que chaque agence essaye de trouver justement cette logique d'accompagner la transformation du monde d'une façon nouvelle, novatrice, innovante, dans un monde justement qui doit devenir moins polluant, plus pertinent, pour que chacun puisse retrouver dans la publicité des moyens de pouvoir s'épanouir. Et je pense que c'est encore plus important en période de pandémie. La pandémie a créé une crise économique quand même majeure, dont on est loin d'avoir vu le bout à mon sens. N'oublions pas un principe quand même très simple, qui date pour le coup d'il y a plus d'un siècle, la pub fait vendre. Si 1 euro injecté dans l'économie, 7 euros en publicité, 7 euros de création de valeur. Donc il y a un vrai levier sur la publicité. Et ça, je trouve que là-dessus, on l'oublie aussi, parce qu'au-delà du fait de dire oui, mais c'est polluant, voilà, il n'empêche qu'à la fin, les Français ont économisé quand même, alors selon les chiffres, entre 150 et 200 milliards d'euros. Il y a un moment donné où nos clients, les annonceurs, ont besoin de relancer la machine pour le bien de tout le monde aujourd'hui. Et la publicité va être un catalyseur formidable de ça. Et je pense que rien qu'à très court terme, ça donne aussi de fait un sens à ce que l'on fait, si on le fait avec intelligence évidemment et pertinence. Ouais, c'est très intéressant, effectivement un peu clivant sur la partie souveraineté, mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet aussi sur le fait d'attirer les talents. Donc, merci pour ce témoignage sur les métiers. Côté Australigad, comment évolue le métier de l'agence et peut-être qu'est-ce qu'a amené aussi votre rapprochement
Nous, on est parti d'un constat assez simple, c'est que la transformation, on l'a toujours appelé chez nos clients, on les aide toujours à se transformer, on les pousse à se transformer. On est quand même plus légitime quand on se transforme nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut la vivre, la transformation, pour voir à quel point c'est compliqué en interne, à quel point c'est engageant, pour après pouvoir la recommander auprès de nos clients. Et on s'est rendu compte que oui, il y a des choses qui sont assez... On peut être pessimiste en regardant le marché de la communication, mais on peut être aussi très optimiste, parce que la communication n'a jamais été aussi essentielle qu'aujourd'hui, et que les opportunités qu'offre le monde de la communication sont énormes. Et il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui communiquent, qui ne pouvaient pas communiquer avant. Pour une raison toute bête, et vous en parliez tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, le rôle de la marque est de plus en plus de révéler l'entreprise qui est derrière, quel que soit le niveau de l'entreprise. D'ailleurs, on voit des gros acteurs du B2B qui deviennent des acteurs très visibles aujourd'hui. Et donc, on s'est intéressé à ce problème-là, on s'est intéressé à la complexité que vivaient nos clients, et c'est vrai que le métier d'annonceur, ou de responsable de marque, ou de directeur de marque, est beaucoup plus complexe qu'il y a longtemps. Et pour pouvoir accompagner ces métiers-là, il faut mettre en face un grand nombre d'expertises, qui ne sont pas toujours les mêmes d'un annonceur à l'autre ou d'une marque à l'autre. Mais il ne faut pas que de l'expertise, il faut aussi de l'intimité. Il faut aller chercher des gens qui sont experts et qui en plus ont une intimité avec des sujets. Parce que comme tout le monde en parle depuis le début, on est face à une crise de confiance, et cette crise de confiance, elle est liée à la sincérité de ce qu'on veut raconter. Et le problème de la communication, ce n'est pas tellement, je crois, qu'elle soit massive ou ciblée, c'est est-ce qu'on décide de communiquer pour changer quelque chose ou pas. Parce que si on décide de communiquer pour rien changer, c'est du bruit. Par contre, si on décide de communiquer pour changer quelque chose, que ce soit vendre plus de produits ou que ce soit les promouvoir des nouveaux modes de transport, là, c'est un intérêt et c'est moins du bruit. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, on s'est rendu compte que les expertises étaient variées. On en avait développé certaines, GAD en avait développé d'autres. Et puis, il se trouve que c'est plus une histoire de rencontre d'entrepreneurs. Quand Gilles et Antoine sont venus nous voir il y a un an, avec l'envie de prendre de l'indépendance et qu'on se rassemble, on dit évidemment. Et aujourd'hui, on propose comme ça à nos clients une grande variété d'expertise pour pouvoir répondre à leurs besoins, quels que soient leurs besoins, mais aussi une grande variété de talents avec des intimités différentes en fonction des secteurs ou des centres d'intérêt. Parce que les deux sont importants. C'est-à-dire, comme le dit Bernard très justement depuis longtemps, c'est une histoire de couple, souvent entre une agence et un annonceur. Et donc cette intimité, elle est importante si on veut pouvoir progresser ensemble. Donc il faut trouver des gens qui ont des sensibilités qui se rassemblent d'une certaine façon. Il n'y a pas que la technicité qui compte, il y a aussi la capacité à comprendre un secteur, la capacité à comprendre un interne. Il y a ouvrir aussi, une agence doit être aussi ouverte sur le monde, donc des gens qui ont des centres d'intérêt permettent d'accueillir aussi de la culture, des imaginaires qui sont importants après pour les marques et les entreprises. Et c'est comme ça qu'on a agrandi d'une certaine façon le collectif pour avoir des talents variés, à la fois en termes de technicité, mais aussi en termes d'infinité avec les secteurs. C'est passionnant, merci pour ce témoignage. Puis j'ai l'impression aussi que ça a redynamisé les talents à l'interne des deux groupes Australie et GAD, non, ça a donné quelque chose pour les... Il y a une grande émulation en fait. Ouais. Il y a une grande émulation. Mais c'est ce que dit David, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaie d'intégrer un collectif nouveau et harmonieux, d'un seul coup, il y a un effet démultiplicateur qui est très fort. Alors, sur les métiers, il faut bien voir qu'effectivement, c'est de plus en plus complexe et qu'on a de plus en plus de métiers et qu'il faut savoir les synchroniser. C'est vraiment ça, hein. Notre but à nous, c'est d'arriver à synchroniser des métiers très différents, qui ont des business models très différents. Mais il y a un danger quand même global qui guette, je trouve, aujourd'hui le monde des annonceurs et des agences, qui est justement cette atomisation. Parce qu'on parle d'atomisation des médias, mais il y a aussi une atomisation des métiers, il y a une atomisation des secteurs, il y a une atomisation des compétences, il y a une atomisation aussi des responsabilités. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui la façon dont d'un seul coup, tout le monde veut répondre à chaque point de contact tout le temps le bon message, on se rend compte que peu à peu, les expertises vont devenir un petit peu des silos. Donc tout le but de notre rapprochement, c'est d'arriver justement de désiloter tout en ayant un maximum d'expertise. Ce qui n'est pas évident. Ça demande d'avoir des chefs d'orchestre au centre qui sont capables de faire travailler tous les métiers. Parce que cette atomisation est très dangereuse pour les marques. Aujourd'hui, il y a Jean-Marie Dru qui dit une phrase que je trouve absolument géniale, qui est le digital disperse, l'idée de marque rassemble. C'est vraiment ça à quoi on est confronté aujourd'hui. Comment on arrive à garder quand même une raison d'être visible, une marque qui a une cohérence, alors qu'il y a une dispersion totale des messages, des cibles, des communautés. C'est vraiment ça notre boulot aujourd'hui, c'est d'arriver à garder la big picture, d'être donc le conseil de l'annonceur avec le recul qui est nécessaire et capable de coordonner plein de métiers très différents. C'est intéressant parce que ça permet de piloter le paradoxe entre la granularité des métiers, des compétences qui bougent tout le temps et effectivement la vision d'ensemble. Et du coup, Exactement. comment vous vous organisez très concrètement et quel est votre modèle économique? Est-ce que tout ce qu'on vient d'évoquer ce matin et qu'on est en train d'évoquer fait bouger les lignes sur le modèle économique? Bien sûr, ça fait bouger les lignes parce qu'on est obligé à la fois dans une démarche très entrepreneuriale de motiver
On parlait tout à l'heure de motivation des métiers. Donc nous, on est vraiment dans une démarche très entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'on essaye de créer des structures qui soient elles-mêmes tenues par des entrepreneurs. Donc ça veut dire que chacun doit aller chercher son business, mais chacun doit être au service aussi du collectif quand il y a des enjeux collectifs. Ce qui veut dire que dans une agence, on a aujourd'hui 10 filiales spécialisées. 10 filiales, donc on doit avoir un centre très fort, donc on a des filiales qui marchent très bien, les F5, les Little Stories, les Dundee, Connexion, qui sont chacune spécialisées en quelque chose. Et l'idée, c'est de se dire que le centre doit toujours réfléchir à la big picture avec ses filiales quand c'est un grand sujet, et sinon on peut rentrer par des métiers très différents qui bossent ensemble. Donc l'enjeu économique, il est très important parce qu'il faut que chaque filiale ait sa viabilité économique. Il faut que l'ensemble marche. Donc c'est vraiment une démarche où on doit se dire le collectif est au service de chaque métier. Oui, puis un autre enjeu qui est très important dans cette démarche-là, c'est que nous sommes des milliers d'individualités et de singularités. Et si ce modèle nous intéresse, c'est que ça permet aux gens en fait, d'évoluer, de se projeter, de se développer dans nos métiers. C'est pour ça que ça nous tient à cœur d'avoir des gens qui sont à la tête de leur démarche, parce que c'est ce qu'on cherche tous en fait, quand on fait ces métiers-là. On vient exprimer nos idées, on vient exprimer nos imaginaires. Et pour le faire jusqu'au bout, d'avoir son entité et la développer, c'est extrêmement important. Donc de laisser la possibilité aussi aux talents de venir s'exprimer de manière très libre, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement important, parce que, Pierre en parlait tout à l'heure, il y a une fuite parfois de talents, et c'est un peu dommage. Il y a des gens qui ne vont plus dans nos métiers, alors que c'est des métiers où fondamentalement, les barrières à l'entrée ne sont pas énormes. C'est-à-dire pour peu qu'on ait un peu d'empathie avec l'époque, qu'on soit curieux, qu'on ait des idées, qu'on ait des imaginaires, qu'on ait des nouveaux points de vue, vous serez toujours les bienvenus pour venir les partager. C'est chouette, c'est un appel au recrutement et c'est vrai, pour les jeunes et les moins jeunes. Il y a quelqu'un qui m'a embauché, j'étais absolument incompétent et je suis là aujourd'hui. J'ai fait un bon pari. Par contre, j'avais de l'envie, j'avais un point de vue sur certaines choses et on m'a laissé me développer. Et aujourd'hui, c'est à nous de le faire. C'est des métiers où la transmission est possible et où, encore une fois, les barrières à l'entrée, à part certains métiers extrêmement techniques, sont relativement faibles, je trouve. Et les agences sont des beaux endroits académiques. Ouais. C'est vrai que parfois, d'un point de vue académique, peut-être que les écoles ne sont pas au niveau, mais ça, finalement, l'école, c'est l'école. Les agences sont des beaux endroits académiques. Et d'ailleurs, les agences qui durent dans le temps sont des endroits où il y a des cultures qui sont fortes et qu'on arrive à transmettre. Donc l'enjeu de transmission est très important. Mais pour transmettre, il faut laisser de la place, quoi. Il faut laisser la place à une nouvelle génération. Et à mon avis, un peu plus de diversité que ce qu'on peut voir aujourd'hui dans nos agences, qui c'est quand même un sujet qui nous tient à cœur aussi avec Gilles. Comment on amène de la diversité en agence, justement ? Il faut expliquer à des gens qui pensent que ce métier n'est pas fait pour eux, qu'il est fait pour eux aussi. D'accord. Et la diversité, c'est d'avoir des agences qui ressemblent à la France, quoi. Et la France, elle n'est pas que à Paris, quoi. Elle est aussi dans le Jura, elle est aussi dans le Sud-Ouest, elle est aussi en banlieue. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, on n'est pas très représentatif de nos pays dans les agences. Oui, et puis il y a plusieurs types de diversité. Il y a le genre, il y a les générations, il y a l'origine sociale et culturelle, le handicap, l'orientation sexuelle. Donc on peut aller chercher beaucoup de choses. Mais on en parlera peut-être à la fin aussi, parce que les étudiants de Sup de Pub, dans leurs témoignages, sont aussi assez divers. Pierre, vous, qu'est-ce que vous voyez effectivement comme nouveau modèle économique et comment est-ce que tous ces changements de métier ont fait changer l'organisation de Dentsu France ? Alors justement, c'est intéressant parce que cet état d'esprit entrepreneurial, on l'a de la même façon chez nous. Bon, en plus, historiquement, Cara est une boîte totalement entrepreneuriale et qui a été construite comme ça pendant des années. Et cet état d'esprit existe toujours très fortement. Simplement, moi, j'ai vraiment rajouté une couche, mais vous l'évoquiez aussi, qui est une couche qu'on appelle chez nous la collaboration radicale. C'est-à-dire qu'effectivement, on est tous à la tête de business unit, on va dire, mais ce que j'ai beaucoup changé, c'est une transversalité beaucoup plus forte. C'est-à-dire la capacité justement à travailler ensemble de façon vraiment décilotée totalement. Et ça passe par beaucoup de travail sur l'état d'esprit, sur les process de boulot, sur la façon dont on motive chaque personne, puisqu'effectivement, pour être vraiment très basique, moi je n'ai pas une personne à la tête de son entité au sens, on va dire, capitalistique du terme, mais en revanche, les bonus de tous mes managers sont majoritairement collectifs, sur un PNL absolument unifié pour éviter de créer toute distorsion dans la façon dont on collabore avec nos clients. Et finalement, le but du jeu, c'est que pour un client, il a le meilleur du meilleur et l'équipe qui lui est parfaitement dédiée avec toutes les compétences dont on a besoin à un instant T. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est intéressant, on en revient au management par les objectifs. C'est-à-dire que si on ne change pas les objectifs et même les objectifs financiers des collaborateurs, on ne peut pas bouger le curseur, quoi. Et on met notre client au cœur, c'est-à-dire que c'est les préoccupations du client, la culture du client qui doit infuser sur les équipes clients chez nous de façon extrêmement forte. Et finalement, la raison d'être du client devient presque notre propre raison d'être. Donc même si on y réfléchit en symbiose avec nos clients, il est évident qu'on se l'approprie aussi d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, on a une responsabilité en tant que client et en tant qu'annonceur là-dessus. C'est-à-dire que cette réalité de ce que nous sommes en tant qu'entreprise, on doit la faire vivre à nos partenaires agences. Et ça,
dit qu'on est des communicants, il faut la communiquer. Hein. Donc voilà, il faut qu'on aille apporter cette valeur et faire comprendre à nos agences qui nous sommes et les messages qu'on veut faire passer. C'est une exigence. C'est clair, et j'ai aussi pas mal changé la gouvernance, beaucoup plus transverse, moins top-down comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire que j'ai créé pas mal d'entités transverses avec des gens beaucoup plus jeunes. Parce que, c'est quoi jeune en agence? Ah bah, ça peut être très jeune. Moi, j'ai des gamins de 23 ans qui sont juste brillantissimes et bien meilleurs que moi sur justement les technologies sur les réseaux sociaux, sur justement sur le programmatique, sur tous les métiers notamment très techniques, très digitaux, où là, effectivement, ils ont des idées formidables et ils réinventent la pub. Et en plus, avec la vision qu'ils ont eux-mêmes de ce que doit être justement cette ère post-publicitaire. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Alors évidemment, parfois... toute idée nouvelle n'est pas forcément une idée géniale. Parfois, il y a des choses à acheter, mais il y a aussi quelques pépites dedans qu'il faut être capable de repérer. Mais pour ça, il faut que l'organisation elle-même soit beaucoup plus transverse, finalement, beaucoup plus agile et permette de faire remonter l'ensemble de ces idées, de les challenger et de trouver une sorte d'émulsion qui fonctionne bien derrière. Et donc, moi, je crois fondamentalement à ça. Si on combine ça avec les hybridités dans le mode de travail, alors que la pandémie nous a imposé, mais je crois que ça va être totalement durable, hein, on va tous se réinventer avec des locaux beaucoup plus agiles, avec du télétravail, du présentiel, mais un présentiel qui sera certainement moins chacun derrière son écran, mais beaucoup plus dans la collaboration permanente en fait. Et c'est aussi un creuset pour faire émerger des idées nouvelles de façon beaucoup plus forte. Et j'aime bien ce qu'a dit Fabrice aussi, parce que moi je vois un mouvement en France notamment auprès de mes clients, où on est de plus en plus aussi présent avec les clients. Alors, j'allais dire chez les clients, en ce moment-là, c'est compliqué, mais en tout cas, dans cette idée-là, de dire, finalement, j'ai des équipes dédiées qui sont chez les clients. Parce que le gros avantage de ce mode hybride que tu évoquais, c'est de ne pas créer de coûts fixes chez soi, c'est de profiter du benchmark de l'agence. Parce que le problème d'internaliser de la compétence, c'est de perdre très très vite de la compétence. Si on prend les meilleurs du search chez moi, les meilleurs du social, vous les mettez chez un annonceur, au bout de 6 mois, ils sont totalement cramés, parce que tout d'un coup, ils n'ont plus aucun benchmark. Donc ils ont peut-être le sentiment de bien bosser, mais je peux te garantir qu'au bout de 6 mois, ils ne bossent plus bien du tout, et qu'à chaque fois qu'on récupère un annonceur qui est internalisé, on fait mieux que ses propres équipes, très très vite. Tout simplement parce qu'une agence, c'est 500 clients, 1000 clients, des benchmarks de partout, et donc on peut challenger beaucoup plus rapidement ce qui est fait. Et donc ce mode hybride qui consiste à dire je prends le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire j'internalise des gens d'une agence qui gardent ce lien avec l'agence, qui sont formés en permanence, qui baignent dans cette culture, mais en même temps qui ont cette double culture qui est celle du client, qui permet la réactivité dont vous avez besoin. Ça, je trouve que c'est quelque chose de très prometteur et très intéressant pour l'avenir de nos métiers. Mais je pense que c'est un point, c'est un point essentiel, parce que d'abord depuis un an, force est quand même de constater que les agences ont montré qu'elles étaient les partenaires les plus agiles auprès des annonceurs. Franchement, le modèle d'agilité, et même en France, avec notre législation. C'est-à-dire que si on regarde aux États-Unis, c'était quand même très très dur dans le choc RH qui a eu lieu, où 3 mois après, les mêmes agences rembauchaient des gens qu'elles avaient remerciés 3 mois avant, d'ailleurs. Donc ça, c'est assez... et ça posait d'ailleurs de problème à personne. Mais donc l'agilité a été un vrai point. Et derrière ce que j'entends, là, j'entends aussi beaucoup de sincérité dans les rapports. Ça, c'est super important. Alors, le discours vérité pour se dire des choses, de ne pas être d'accord peut-être, être aligné, mais de pouvoir en parler sincèrement. Donc ça, je trouve que l'agilité, ça s'est ressenti. Il y aura des limites, et l'enjeu, ça va être le bon équilibre sur le présentiel, le distanciel, etc. Que ce soit par le sujet sanitaire ou que ce soit demain dans les sujets d'implantation chez les clients. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. On a accompagné Club Med il y a quelques années. La compétition qu'on avait organisée sur le média, c'était une compétition où l'agence allait accompagner le client à internaliser l'achat d'espace online et le programmatique. Donc elle savait concrètement qu'elle travaillait dessus. Alors elle allait garder le conseil, elle allait faire l'achat off, mais elle allait aider le client à implémenter chez lui le 100% online. Donc ça, vous voyez, culturellement, quand je parle de sincérité, il faut le savoir le faire, c'est une autre agilité mentale, et c'est super important, et ça amène plein de modifications. Tu parlais de l'âge aussi, il y a un vrai sujet sur l'âge, c'est que sur vraiment des populations assez jeunes, 30-35 ans, si je peux les qualifier comme ça, et notamment côté agence, il y a cet enjeu de cohésion,
Je crois qu'on a balayé le côté suspicion de mais s'ils sont chez eux, est-ce qu'ils travailleront pas? Parce que s'ils étaient déjà là, est-ce qu'ils travaillaient ou pas? Donc de toute façon, ça reste la mentalité et la personnalité des gens. Mais, donc les gens bossent beaucoup, avec sincérité. Et ensuite, il y a ce nouveau mode de relation. Il y a un autre point, je reviens sur le pavé dans la mare. En fait, j'ai une bonne nouvelle. Moi, je pense, j'ai commencé en 91, donc je vais fêter mes 30 bougies dans ce métier. Et je pense que pour la première fois, on va voir les rémunérations des agences remonter. Alors, ça ne va pas être inflationniste, mais et pourquoi je dis ça? Ça a beaucoup d'importance par rapport à comment les jeunes peuvent se projeter demain, comment on peut se dire, ah bah oui, est-ce que c'est un métier aussi en termes d'aspiration, etc. Pourquoi? Parce que comme les agences ont montré que c'était les partenaires les plus proches sur ces 12-15 derniers mois, il y a autre chose qui s'est joué. C'est que le balancier, parce qu'on se disait quelles sont les typologies de partenaires qui peuvent m'aider, des intégrateurs, des boîtes de conseil. Les agences, elles ont été là, elles ont délivré à fond. Et il y a un phénomène exogène de la relation annonceur-agence, c'est le phénomène des data et de l'ID. À un moment, on arrive sur un monde qui est sans cookies. Un monde sans cookies, c'est phénoménal. Ça veut dire que d'amener le bon message sur la bonne cible au bon moment, tout le monde connaît cette phrase, ça va être extrêmement compliqué. Les meilleurs partenaires pour le faire, ce sont les agences. Et ça, Merkel et autres en tête, ça va être un vrai sujet où les agences vont naturellement reprendre et redevenir une extension des équipes clients sur ce sujet-là. C'est intéressant, c'est ce que vous vivez chez Australigat, par exemple, David? Comment ça se passe? Comment ça se passe? En fait, moi je m'aperçois qu'on s'adapte beaucoup en fait à chaque culture de client. C'est-à-dire que d'une entreprise à l'autre, c'est pas du tout la même chose, mais pas du tout la même chose. Et tant qu'on n'a pas bien compris l'enjeu en fait pour un directeur général ou pour un président et pour son équipe de communication, en fait, on ne s'adapte pas. Et d'ailleurs, très souvent, on remplit des dossiers de candidature. On montre à quel point on a des beaux outils pour fluidifier la relation, faire en sorte de récupérer toutes les datas, les trier, etc. Mais au final, il y a un truc qui compte quand même, c'est les gens qu'on met en face. Et comment est-ce qu'on arrive vraiment à synchroniser très très bien les enjeux des différents annonceurs. Donc, il y a quand même, moi je crois plutôt à ça, quoi. Je m'aperçois que c'est ça qui compte, parce qu'en effet, pendant longtemps, la donnée notamment a été quelque chose de très coûteux à aller chercher. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est très coûteux, c'est d'analyser la data. Et comment est-ce que beaucoup de data, on en fait quelque chose de plus intelligent? Comment est-ce qu'on transforme une information en un insight et donc potentiellement une vérité qu'on peut activer derrière en communication? Donc ça a beaucoup de valeur et c'est à nous de remontrer que ça a de la valeur d'une certaine façon, mais en s'adaptant avant tout aux besoins des annonceurs qui sont très différents d'une boîte à l'autre. La bonne nouvelle là-dedans, notamment pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont en charge des marques, c'est que face à ce monde très complexe, il y a quand même un lieu, comme disait Gilles, de simplification qui peut synchroniser les différents publics, c'est la marque. Et si on regarde les nouveaux acteurs, moi je suis assez bluffé, c'est que toutes les grandes marques d'aujourd'hui qui sont créées depuis 10 ans, ce sont des marques. Le nom de l'entreprise, c'est la marque. Qu'est-ce que vous entendez par nouveaux acteurs? C'est qui? Je prends Google, je prends Tesla, je prends toutes ces boîtes-là. Aujourd'hui, le nom de la boîte, c'est la marque. D'accord. Mais enfin, déjà, à cette époque-là, les nouveaux acteurs qui sont nés avec le digital et avec cette transformation-là ne se posent plus la question de l'entreprise et de la marque. C'est la même réalité. Et quand Elon Musk dit on va aller sur Mars, ils vendent des voitures. Donc il y a un truc où tout d'un coup, il y a une fluidité qui est extrêmement forte entre ce que l'entreprise projette et ce que la marque doit incarner, quoi. Ce qui n'était pas le cas pour beaucoup de grands acteurs qui sont au CAC 40 notamment, où il y a des entreprises et puis des marques. Et d'ailleurs, le rôle des communicants là-dedans n'est pas toujours super essentiel. Enfin, il faut quand même voir la réalité, alors que ça devrait l'être. Parce que la marque, c'est un actif qui est extrêmement important, notamment qu'on doit simplifier les choses. Parce que derrière la marque, on peut très bien faire comprendre à l'interne, comme à l'externe, comme à toutes les parties prenantes, quelle est la démarche de l'entreprise. Et moi, en tout cas, c'est plutôt ça qui m'intéresse dans mon métier, cette grande évolution qu'on a de faire... pas un écran de fumée, que la marque a pu être longtemps, et ce qu'on reproche souvent d'ailleurs au marketing ou à la communication, de dire « ouais, vous vendez du rêve ». Je ne pense pas du tout qu'on vend du rêve. Je pense que notre enjeu, c'est de développer des communications sincères, parce qu'en face, il y a un public qui est intelligent et sensible, et que pour faire ça, il y a en effet des outils de communication qui sont intéressants, parce qu'on peut déplacer les arguments rationnels. Nous, ce qu'on apporte, c'est un point de vue plus irrationnel sur le monde, et c'est important, parce qu'aujourd'hui, sur les grandes transformations, on connaît tous les bons arguments pour le changement qu'on doit tous faire. On prend les changements de la transition écologique, on a tous les arguments de pourquoi est-ce qu'il faut changer. Est-ce qu'on change? Non. Est-ce qu'on change assez vite? Non. Peut-être qu'on a besoin d'un petit peu d'irrationnel. Peut-être qu'on a besoin de nouveaux imaginaires pour donner envie. Et c'est là qu'on intervient, quoi.
Donc oui, je suis d'accord, il y a des outils, c'est important. Oui, je suis d'accord, il y a la data qui est importante. Mais après, on est quand même des êtres humains. La communication, c'est éminemment humain. On est une espèce sociale. Et notre rôle, il est là-dedans, à mon avis. Mais je rebondis sur ce sujet parce que c'est pas l'un ou l'autre. De toute façon, c'est l'un et l'autre, bien évidemment. Je pense que la collecte de la data, ça va pas être simple. Parce que quand dans un monde sans cookies, ça va être... donc il va falloir s'équiper là-dessus pour les clients, les partenaires agences. Et il va simplement falloir passer du temps. Ça, c'est un premier sujet de base, mais il va falloir... On est tous la tête dans le sac à quoi, mais il va falloir se poser, il va falloir passer du temps là-dessus. Et après, il va falloir synchroniser, en effet. Laurence le sait bien, on a mené un appel d'offres avec une marque au sein du groupe Accor, avec Ibis. Pour la première fois, ils étaient avec une agence de social media, et pour la première fois, le scope, donc le périmètre a bougé entre une agence de social media qui faisait l'achat d'espace sur tous les social ads, etc. Ça sert à quoi? Ça sert à synchroniser de la data sur un parcours client au service de la conversion. Voilà. Donc c'est traiter la marque sans polluer des cibles et en même temps pour que ça serve le business à court terme et vendre des nuitées. Ça, c'est les enjeux d'aujourd'hui. C'est des enjeux qui lient vraiment cette... Et on retombe sur qu'est-ce que je vais mettre in situ pour aller plus vite, pour vérifier qu'on a les bons compteurs communs, etc., etc. Moi, je voulais dire que effectivement, c'est la fin du miroir aux alouettes. Hein, c'est-à-dire que on peut pas, on va dire, vendre un produit sans avoir de vraies preuves. On ne peut pas prétendre à une implication sociétale sans s'impliquer vraiment. Et ça, il faut avoir conscience aussi dans les agences que c'est très exigeant pour un annonceur. Enfin, c'est le fond de son métier, mais c'est en même temps une exigence pour que ça soit réel et pour qu'on réussisse à le faire ressortir. Donc voilà, ayant conscience que tant mieux, le monde est en train d'évoluer, j'allais dire, dans le bon sens de ce point de vue-là, mais que c'est une exigence forte pour que tout ça soit une réalité. Il n'y a plus de discours qui ne s'appuient pas sur une réalité. Et ça, c'est fondamentalement neuf. D'ailleurs, on le voit dans les états généraux de la communication, où tout le gros débat, notamment sur le chapitre 1 qui était autour de la transition écologique, ou comment aller vers une consommation plus vertueuse, où finalement le grand débat, c'est à quelle vitesse on communique. Est-ce qu'on n'impose pas aux médias d'aller plus vite que l'offre? Parce qu'il y a des grandes transformations industrielles où il faut du temps. On n'a pas forcément toutes les offres qui vont répondre aux besoins que nous avons maintenant en termes de transition. On aimerait bien que tout soit possible tout de suite et que tout soit vert. Ce n'est pas encore le cas partout. Donc il faut un petit peu aussi d'humilité par rapport à ça pour trouver le bon séquencement et comment la communication peut avoir un effet d'induction, un pas en avant, mais pas aller trop vite parce qu'il y a encore beaucoup de choses à réformer dans l'offre, comme le dit très justement Bernard. Et puis au-delà du fait qu'il faut du temps, il y a un sujet peut-être aussi de durabilité des marques. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le CAC 40. Moi, j'ai en tête que sur le Standard & Poor's 500 aux États-Unis, une marque avait une durée de vie de 60 ans il y a une vingtaine d'années et qu'aujourd'hui, on est passé à 18 ans. Et ça rejoint ce que vous disiez sur Tesla ou Google. Effectivement, on a beaucoup de marques, beaucoup de nouveaux entrants, des durées de vie qui sont beaucoup plus courtes. Et ça interroge aussi sur cette notion d'interdépendance entre agences et annonceurs quand il est plus compliqué de faire vivre une marque longtemps. Alors, je ne sais pas qui veut prendre le point, mais il y a un enjeu là-dessus. Ce qui est intéressant, je trouve que c'est très juste ce que vous dites sur la durée de marque très courte, mais nous, on parle de transformation, on a face à nous des clients qui sont dans des transformations démentielles. Quand vous regardez Orange qui décide de lancer une banque, qui ensuite veut la revendre éventuellement, c'est démentiel. Quand vous regardez Canal qui distribue Netflix et qui d'un seul coup passe de éditeur à agrégateur de contenu, c'est démentiel. Quand vous regardez Accor qui vend ses murs d'hôtel pour faire du service, c'est fou. Chacun change de métier. Nous, on bosse pour EDF, ils viennent de lancer Easy pour la rénovation à la maison. C'est des travaux de rénovation à la maison. EDF aujourd'hui vend du gaz. Engie en face, qui était l'ancien GDF, vend du nucléaire. Et Total veut devenir le leader du solaire. Vous voyez, il y a quand même des transformations gigantesques. On trouve Nature et Découverte chez Fnac Darty. Le Club Med réfléchit à des hôtels Instagrammables. Donc c'est quand même un monde qui est dans une évolution incroyable. Donc pour ces marques-là sont totalement collées aux entreprises et le rôle des agents justement, c'est d'être face à ça, non seulement avoir du recul et être capable de les accompagner sur le plan de la communication, mais réfléchir aussi sur le plan économique comment on fait ces transformations. Et la data, pour revenir à ce que disait Fabrice, il faut arrêter d'être dans le fantasme de la big data. Il faut se dire aujourd'hui, c'est quoi la smart data? On aura peut-être moins d'informations, first party, seconde party, third party, mais c'est très intéressant d'avoir un collectif qui se dit
J'ai pas la même analyse selon que je suis social expert ou identité graphique ou communication. C'est des analyses très différentes de la data. Je vais rebondir sur ce point-là, parce qu'il y a la data, puis alors là maintenant je vais défendre le branding. En fait, depuis 3 ans, on n'a jamais eu autant de sélection d'agences sur le branding. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est quoi le ratio? On fait à peu près une dizaine de missions sur le branding par an. D'accord. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que, d'abord, pour bien préciser, le branding, c'est la stratégie de marque, à ne pas confondre avec la stratégie de com. Donc c'est déjà redéfinir bien la mission de l'entreprise, la mission de la marque. Et ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est pas les mêmes profils, ce n'est pas le même boulot, etc. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la brand equity des marques, elle est cabossée. Plus il y a de points de contact, plus ça vient attaquer la marque. Donc, c'est pas facile. Donc, la consistance, il faut la retravailler. Donc, il y a ce besoin-là. Plus un discours où on ne peut pas raconter d'histoire. Et donc, il faut être dans une capacité de preuve qui est totalement indiscutable pour une marque. Bref, donc, la redéfinition des marques, ça, c'est un vrai sujet. Et on le voit sur ce volume de mission. Et là, on n'est pas du tout dans est-ce que j'ai de la data, on est vraiment dans le rôle d'une marque dans une société. Donc ça, je pense que c'est quand même un point clé, quoi. Alors Moi, je suis d'accord. Et c'est pour ça que chez Dentsu, on s'est organisé comme ça avec Jairo, que tu connais bien, qui justement est une agence sociétale. C'est-à-dire que c'est vraiment son cœur de métier, c'est justement la mission de l'entreprise et vraiment la logique de réflexion sur ce que doit être l'entreprise et l'adéquation entre marque et entreprise. Mais à l'inverse, on doit aussi être très fort sur les plateformes. Et c'est là où je pense que c'est le bon équilibre des deux qui est très important. Et notamment, alors pour faire comme toi le vieux guerrier, mais dans les métiers du départ de l'agence média, une agence pour le coup média, pour le coup a évolué de façon absolument radicale dans une logique aujourd'hui où la maîtrise de la data est devenue absolument essentielle. Et l'un des points aussi, moi, sur la dernière année qui m'a beaucoup frappé et qu'on a, nous, entrepris fortement, c'est justement une logique de plateformisation un peu de ce que l'on fait, d'automatisation, de plateformisation, parce qu'effectivement la manipulation de cette data, qu'elle soit big ou smart, nécessite quand même des systèmes qui sont quand même beaucoup plus évolués que ce que l'on faisait avant, que l'insight il devient tout de suite à une échelle qui n'a rien à voir avec les insights qu'on avait avant, je dirais sur des études d'opinion, etc., ou des panels. Là on est sur du mass data, si je puis dire. Et on doit vraiment avoir les systèmes, les technologies, les plateformes qui nous permettent d'être bien meilleurs sur l'insight et ensuite d'activer l'ensemble de ces insights dans la réalité. Et là, je pense que c'est cette double approche qui est extrêmement importante. Ouais, Au cœur de tout ça, il y a l'humain, effectivement. C'est que des êtres humains qui font bosser tout ça. Mais on doit être dans cette double logique, technologie et créativité. C'est intéressant parce que l'automatisation, c'est ce qui change les métiers aussi. Donc j'imaginais que si vous automatisez en masse une partie des traitements, ça fait changer le métier de vos collaborateurs. Il y a quand même une complexité que je trouve assez excitante en même temps. Il faut être très vigilant. C'est que pour la première fois, on a des écritures qui peuvent très fortement déstabiliser le récit de marque. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on utilisait des supports, des médias, qui avaient été éprouvés pendant de très très longues années par l'humanité en capacité narrative. L'affichage, il y avait eu d'abord les cavernes, donc on savait que ça marchait pas mal. Le dessin de presse a existé avant qu'il y ait de la publicité en presse. Idem pour la radio, avant qu'il y ait des publicités en radio. Il y avait des gens qui étaient capables de raconter des blagues à la radio et ça fonctionnait bien. Et de la même chose pour le cinéma, puis la télévision. Il faut voir qu'avec les nouvelles plateformes qui arrivent, nous découvrons en même temps tous les typologies de narration que ça propose. Et d'ailleurs, le rejet de la marque est immédiat si on n'est pas dans les codes. Et les agents ne sont pas plus en avance que les autres là-dessus. On les découvre au même rythme que tout le monde. Par contre, ce qu'il faut, c'est là où l'intimité est importante avec les supports, il faut des gens qui comprennent bien ces solutions narratives qui sont nouvelles, pour faire en sorte que les marques soient dans le bon flux. Pour autant, il ne faut pas que les marques se déprécient, se désavouent ou soient plus cohérentes. Mais ça demande un toucher de balle qui est très particulier. Et là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait de solution idéale parce qu'on découvre tous en même temps cette nouvelle réalité. Donc il faut la questionner, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des outils technologiques qui nous ont imposé des nouvelles formes narratives que nous n'avons pas éprouvées avant. En tout cas, le monde de l'art ne l'a pas éprouvé avant que le commerce s'en empare d'une certaine façon. Donc il faut beaucoup d'humilité par rapport à ça, il faut beaucoup d'écoute, d'où l'importance des nouvelles générations qui, évidemment, vu qu'on est dans l'usage, sont plus aptes que les générations
un peu plus âgés, à comprendre, à décrypter ce qui se passe. D'ailleurs, on prend aujourd'hui TikTok, qui est certainement la plateforme la plus créative. TikTok, ça vient de Musical.ly, qui était une surface d'expression autour de la danse au début, et de la chanson et du lip-sync, quoi. Et aujourd'hui, finalement, les consommateurs sont aussi créatifs que les marques, vu que c'est eux qui créent les narrations. Après, comment une marque là-dedans amène de la valeur? C'est une bonne question. Est-ce qu'elle amène de la valeur parce qu'elle est proche des communautés en cherchant un influenceur, ou elle amène de la valeur parce qu'elle propose son écriture créative dans ce nouveau type de narration? C'est face à ces questions-là aujourd'hui qu'on doit essayer d'apporter des solutions et que les marques se ressemblent, continuent à se ressembler de manière cohérente. Merci beaucoup David. Alors je propose peut-être de passer aux questions-réponses parce qu'on commence à avoir des questions sur le chat. Il nous reste une dizaine de minutes sur cette table ronde. La première, c'est une question d'Hubert Blanquefort d'EDF qui nous dit qu'on est effectivement depuis un certain temps en train d'évoquer la communication et toute la sincérité qui est nécessaire dans la communication, mais que si on remonte d'un cran, quelle est votre vision à vous, la sincérité qu'il faudrait peut-être avoir dans le marketing sur lequel repose la communication? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en termes d'interdépendance sur le marketing? Pour moi, pour dire un mot, je pense que c'est l'adéquation dans toute la chaîne de production en réalité. C'est-à-dire que la sincérité doit être justement absolue et aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que pour moi, l'erreur absolue à commettre, c'est de tenter d'être sincère dans une communication, mais qu'il y ait une forme de déconnexion avec la façon dont on produit. Donc pour moi, c'est vraiment tout en haut de la chaîne du marketing. C'est-à-dire que c'est le produit lui-même et ce que l'on fait et comment on le fait qui doit être tout à fait authentique et mis en adéquation avec le message qui est porté. Et je trouve que c'est intéressant dans cette nouvelle... j'aime bien l'idée de dire la marque, c'est l'entreprise, etc. Et même plus que l'entreprise, ce sont les produits et la façon de les fabriquer. Je dirais même que c'est le service, au sens où le service, c'est le produit plus la relation qu'on apporte. Et je pense que l'enjeu est bien dans cette combinaison et que ça soit une réalité. Et la réalité, on sait qu'elle n'est pas parfaite. La réalité vécue par les gens dans un service, quelle qu'en soit la nature et quelle que soit la bonne volonté, elle n'est pas parfaite. Mais la sincérité, on la ressent ou on ne la ressent pas dans la façon d'être de l'entreprise. Donc c'est absolument essentiel que cette raison d'être, cette façon d'être drive les choses. Et d'abord, je dirais sur le plan managérial et existentiel pour l'entreprise avant d'être un argument de communication. Et avec un sujet très intéressant d'organisation par rapport à votre question marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un consommateur, pour acheter une marque, il faut qu'il ait confiance, ce qui est quand même le grand mot de tous nos métiers. Comment donner confiance? Et la confiance, en fait, c'est la différence entre la promesse d'une marque et l'expérience d'une marque. Ce que je promets, ce que je vais vivre. Aujourd'hui, les directeurs du marketing, leur réflexion, c'est de faire la promesse la plus valorisante. Mais ce n'est pas eux qui vont être responsables de l'expérience. Quand on regarde les digital native brands, c'est les mêmes qui font la promesse et l'expérience. Aujourd'hui, plus une société est grosse, plus il y a une différence entre le marketing qui réfléchit aux promesses les plus pertinentes, mais un éloignement de l'expérience. Donc tout l'enjeu du marketing aujourd'hui pour moi, c'est qu'effectivement, il y ait une unité d'action pour qu'il n'y ait pas une différence trop forte entre la promesse et l'expérience. Il vaut mieux avoir une promesse un peu moins forte, mais maligne, liée à l'expérience, que créer une déception. Et c'est un vrai enjeu aujourd'hui par rapport à nos métiers. Et en termes d'organisation, ça veut dire, j'imagine, aplatir, entre guillemets, ou avoir moins de niveau hiérarchique? Je dirais pas aplatir, je dirais rapprocher. D'accord. Voilà. C'est mieux dit, effectivement. Par rapport au point d'Hubert ou sa question, il y a un autre point moi, que je trouve extrêmement important, qui est peut-être assez français d'ailleurs, c'est que je crois que trop souvent dans les entreprises, le rôle de la communication est négligé. C'est-à-dire qu'on peut être super fort en innovation, mais une innovation qui n'a pas été pensée pour être communiquée, en fait, elle va servir aux concurrents. Et donc, c'est extrêmement important que les gens de communication soient au cœur des entreprises, parce que penser des nouveaux services, penser de nouveaux produits, sans se dire au fait comment est-ce qu'on communique ou est-ce que ça porte en communication, c'est directement donner des billes à un concurrent malin qui va observer quelque chose qui n'était pas très bien communiqué et le récupérer. Et ça arrive tous les jours, sur tous les secteurs. Et c'est vrai pour nous aussi en tant qu'agence, nous ne sommes pas des très bons communicants et très souvent on développe des offres que personne ne voit. Et c'est toujours une bonne nouvelle pour nos concurrents. Non, mais je le dis avec beaucoup d'humilité, on est quand même nuls en communication sur notre secteur. Cordonnier mal chaussé ou pas très bien chaussé. Non, mais c'est très important. C'est-à-dire que typiquement, alors ça n'a rien à voir, mais le travail à la HSC que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte que les initiatives qui sont mises en place, comme des guides par exemple contre le burn-out, soient communiquées avant tout. Parce que ça existe et que ça soit disponible sur un site, c'est très bien, mais si personne n'est au courant que ça existe, ce n'est pas utile. Et je pense que pour beaucoup d'entreprises, c'est très important que les communicants soient au cœur de la réflexion pour qu'on se dise c'est super ce projet, maintenant comment est-ce qu'on en parle? Et comment est-ce qu'on va traquer le succès? Donc je pense que c'est essentiel que la communication soit au cœur des décisions stratégiques. C'est une bonne, il y a un autre point, c'est la notion de collectif. C'est-à-dire qu'on a eu un discours ambiant
qui était « tout le monde sait tout faire ». Formidable. On se rend compte que ce n'est pas vrai, parce que c'est complexe. Et du coup, il faut se mettre ensemble autour de la table pour y arriver ensemble. Il y a un annonceur qui a fait quand même quelque chose d'extraordinaire il y a 1 an, c'est Nestlé. Nestlé a créé une agence avec ses 4 partenaires agences. C'est lui qui la coordonne, mais il met tout le monde en disant on ne va pas y arriver si on ne se met pas ensemble, quoi. Donc ça, c'est aussi des nouvelles manières d'avancer avec sincérité, parce qu'on met tout à table, et puis on se dit, là, je ne sais pas faire, là, tu sais, et c'est ensemble qu'on y arrive, quoi. Donc c'est une vraie interdépendance, en fait. Ouais. Il y a d'autres cas comme ça que vous voyez dans votre quotidien d'agence ou d'annonceur? En fait, oui, il y en a pas mal. C'est vrai que Nestlé l'a formalisé, mais c'est vrai que de toute façon, moi, je ne connais pas un annonceur sur lequel on n'a pas toujours un pool d'agences. Et c'est vrai que je suis absolument d'accord avec toi. Depuis quelques années, je trouve qu'il y a une coordination des agences qui se fait de façon beaucoup plus native, et parce que la situation l'exige. Je dirais que Il y a plus d'unité, tout simplement. Absolument. On va y arriver ensemble. Et l'interdépendance, elle est tout à fait réelle. C'est-à-dire que tout dépend de tout. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire, comme à l'ancienne, un plan média en se foutant totalement de savoir c'est quoi la créa. Enfin, tu vois, c'est un truc qui n'existe plus. Tout est synergique. Le contenu et le contenant sont totalement synergiques. Et donc, on doit travailler ensemble. Et moi, je pense que ce désilotage qui est fait dans toute la profession est de fait existe aujourd'hui de fait. Et je pense que les agences ont été suffisamment agiles justement pour arriver à se mettre autour de la table et travailler vraiment ensemble et à dépasser les... Mais parce que les clients ont compris aussi beaucoup de choses par rapport aux partenaires agences. Si je reste juste sur le média, par exemple, qui est un des sujets chez toi, avant, un client, il prenait une agence média pour acheter de l'espace. Aujourd'hui, il prend une agence média pour collecter de la donnée, et by the way, un peu d'anglicisme, ça faisait longtemps, acheter aussi de l'espace. Mais il a besoin qu'on l'aide à aller collecter et à élargir son périmètre d'intervention. Et pour toutes les agences, c'est comme ça. Le rôle n'est pas... tu parlais du bon narratif, les nouveaux territoires, le célèbre tone of voice. Et ça, c'est un vrai sujet aussi qui va bien au-delà de la belle image en couleur, quoi. Oui, ça demande de l'intimité. Et, enfin, c'est pas nouveau. Les grandes marques que nous respectons tous, qui sont toujours dans tous les cas, que ce soit dans les écoles ou en début de présentation, ou comme au fait, on aimerait bien être qui, toutes ces grandes marques, que ce soit Apple, Nike ou d'autres, les relations entre les entreprises et leurs agences sont très fortes et très durables. Et c'est dans cette intimité qu'on arrive à trouver la bonne narration. Parce que ça ne s'invente pas comme ça, la bonne narration. Il faut arriver à mettre la couleur qui correspond à l'entreprise en question. Et donc, le temps est quelque chose aussi d'important. Or, dans le monde d'aujourd'hui, le temps est quand même quelque chose d'extrêmement précieux et qu'on a tendance un petit peu à économiser d'une certaine façon. Alors qu'il faut, là-dessus aussi, à mon avis, être assez humble et se dire qu'il faut du temps pour bouger les choses. Même si ça va très vite, pour bouger durablement les choses, il faut du temps. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des marques qui travaillent dans le temps et qui se transforment de manière formidable. Alors, évidemment, Bernard LCIC, c'est un très très bon exemple parce que c'est devenu une marque extrêmement importante, beaucoup plus importante que n'est l'entreprise sur son secteur, parce qu'il y a de la patience, parce qu'il y a du courage. Mais il y a d'autres marques aussi qui l'ont fait. En traçant un sillon, en le tenant, moi, je trouve que la manière dont McDonald's s'est imposé en France depuis des années, c'est remarquable. Dans un pays, on n'aime pas McDo, faut quand même le savoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la cohérence, parce qu'il y a de la durée, parce qu'il y a aussi des partenaires autour de la table qui sont les mêmes depuis très longtemps. Ce qui permet de se dire les choses quand ça ne va pas, et ce qui permet de se dire les choses quand ça va aussi. Mais quand on est dans ce type de relation, évidemment qu'on est meilleur que les autres. Parce que par rapport à une équipe où les gens changent tous les 18 mois, et une équipe où les gens changent rarement, s'améliorent, grandissent ensemble, évoluent, ça change tout. Et puis on n'est pas en vente. On est en discussion ensemble, on n'est pas ouais. systématiquement en vente sur son client, etc. On a dépassé ça, quoi. Et d'ailleurs, vous regardez les prix FI, c'est très intéressant, je ne sais plus le chiffre, mais c'est 80% des prix FI, c'est des partenariats dans le temps. Ce n'est pas du tout des nouvelles agences qui débarquent, en général, c'est des partenariats dans le temps. Excellent. Oui. Et Pour de la durabilité. Oui, puis un autre point, c'est que Gilles, tu as perdu ton micro. pour communiquer ou pour se différencier des autres, parfois, il faut prendre des risques. Et on ne prend pas des risques avec des inconnus, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on veut progresser, si on veut se différencier des autres, il faut être en confiance pour prendre des risques. Bernard l'avait dit lors d'une discussion en amont, les DG n'aiment pas faire de paris hasardeux. Évidemment, ils ont raison. C'est pas ce qu'on leur demande. Par C'est contre, quoi le rôle du DG aujourd'hui ? C'est quoi c'est toujours été le même. C'est de décider de donner le cap, quoi. Et je pense, enfin moi, en ce qui me concerne, essayer de s'entourer de gens meilleurs que soi. Donc, ce qui est très compliqué dans nos métiers parce qu'il y a énormément de savoir-faire différents. Et de gens plus jeunes, parce qu'on est la première génération à apprendre de nos enfants. C'est quand même un phénomène dingue. Aujourd'hui, ce que disait David tout à l'heure sur TikTok, moi j'apprends 10 fois plus de quelqu'un qui va m'expliquer TikTok que ce que je vais lui apprendre sur le marketing. En général, il a 22 ans. Il y a un côté reverse mentoring qui est intéressant. Ouais. Voilà.
Donc un DG doit savoir s'entourer de gens très jeunes. En tout cas, cette prise de risque est nécessaire et qui satisfait tout le monde parce que les premiers à être contents quand une marque tout d'un coup se différencie, c'est le public qui va saluer cette prise de risque d'une façon ou d'une autre. Les marques arrivent à s'inscrire dans la culture pop quand elles marquent les esprits durablement. Ça a toujours été le cas et ça sera toujours, j'espère, parce que c'est ça qui nous anime en tant qu'humains. Pour prendre ce type de risque-là, il faut être en confiance. Et donc là-dedans, il faut une sincérité, il faut un esprit d'équipe, il faut pouvoir se dire les choses. Et ça, je crois qu'il faut un peu de temps, quoi. Alors on arrive à peu près au bout de cette heure de table ronde et du coup j'avais envie de justement refaire un tour de table et de vous entendre chacun sur les facteurs clés de succès selon vous pour réussir ces interdépendances entre les agences. Si vous avez une phrase clé pour résumer votre point de vue sur les facteurs clés de succès. Je ne sais pas qui veut commencer. Bernard peut-être ? Oui, je dirais simplement les gens heureux ont besoin des autres. C'est assez simple, c'est vrai dans la vie et c'est vrai dans nos relations agences. Si c'est qu'une phrase, je ne vais pas faire dans la philosophie, je vais juste dire un truc. Le comble de l'indépendance, c'est la solitude. Que chacun médite. D'accord. C'est philosophique. Si c'est qu'une phrase, ça sera évidemment par rapport à la transformation et par rapport à l'interdépendance. Et c'est une phrase d'Éluard qui est mon poète préféré. Et c'est « on transforme sa main en la mettant dans une autre ». C'est très joli. Voilà. Moi, je n'ai pas de poète. Non, moi, je crois que ce qui est extrêmement important, comme dans n'importe quel type de relation, et c'est encore plus vrai dans le travail aussi, c'est que c'est essentiel de souvent se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire de se mettre de l'autre côté de la table, et c'est vrai des deux côtés d'ailleurs, pour tout d'un coup avoir un point de vue un petit peu différent, et que c'est tout à fait, à mon avis, salvateur dans les relations. La nécessité de l'empathie, c'est joli. Et je pense que c'est bien l'exercice qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Exactement. Bien d'accord. Moi, je dirais réussir dans un monde sans pub. Parce que je pense que c'est le challenge de la prochaine génération de marketeurs. Carrément sans pub, pas avec moins de pub, sans pub. C'est-à-dire que sans pub, c'est toujours un petit peu schématisé, mais les plateformes comme Netflix et autres sont des plateformes sans pub. Donc il va falloir réussir à ce que les marques s'inscrivent dans ces nouveaux univers. Écoutez, merci à tous pour ces témoignages et ce joli moment en fait, sur l'écosystème et la manière dont nos métiers et nos interdépendances évoluent. Moi, ce que je retiens de cette table ronde, c'est trois points. La première, c'est la notion de partenariat. On en a beaucoup parlé en fait, sur les synergies entre les uns et les autres et à quel point il faut avoir des mariages à long terme pour réussir à faire changer les choses durablement. Il y a une deuxième notion, je pense, autour de tout ce qui est partage, et notamment partage de la donnée. On en a beaucoup parlé, effectivement, et que le fait que la fin des cookies fait évoluer les choses et complexifie beaucoup les choses, et ça nous oblige à repenser les circuits de communication entre nous, et ça crée des interdépendances qui peuvent être vertueuses. Et je pense que les crises sont aussi créatrices d'opportunités, on en a pas mal parlé. Et le troisième point, c'est l'inclusion, et notamment l'inclusion des jeunes, parce que vous l'avez tous dit, il y a un vrai sujet pour attirer les talents aujourd'hui vers ces métiers de la communication. On en a besoin, des jeunes qui apprennent des choses et qui expérimentent le digital en temps réel et les nouvelles plateformes. Et du coup, ça fait aussi une jolie transition avec Sub de Pub et Laurence Armango, puisqu'il y a, avec le Club des annonceurs, un partenariat avec Sub de Pub qui s'appelle la Student Factory, et ce qui va nous permettre, si Laurence est avec nous, de pouvoir évoquer tout ça. Merci à tous, je vous remercie pour l'échange, c'était un joli moment, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour Laurence. Bonjour. Ce qui ressort de ce débat très intéressant démontre un peu la difficulté qui est la nôtre, qui est de former les futurs communicants dans un monde qui est en totale mutation et dont on voit que la plupart des métiers qui seront potentiellement amenés à exercer n'existent pas forcément encore. Donc tout ça est assez complexe mais absolument passionnant. Donc nous, notre mission, c'est quoi? C'est déjà de travailler autour de ce qui a déjà été évoqué, c'est quoi le rôle de la pub. Alors sans aller jusqu'à l'extrémité qu'évoquait Fabrice, un monde sans pub, mais plus exactement, c'est quoi aujourd'hui la pub, c'est quoi son rôle, c'est quoi le sens. La pub, c'est pas que vendre effectivement des produits, c'est aussi quelque chose qui va permettre de changer les regards, de faire évoluer les comportements, d'affirmer un point de vue d'une marque, d'une entreprise sur tel ou tel sujet. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on travaille
en permanence avec les étudiants, aussi parce qu'on travaille en permanence avec les principaux acteurs du marché, qu'il s'agisse des agences ou des annonceurs, qui nous aident à en permanence garder un pied dans les attentes et le quotidien de l'industrie. Et puis, pour ce qui concerne des parties un petit peu plus expertise, tout ce qu'on peut faire, c'est de leur apprendre à apprendre en permanence. Et comment vous faites évoluer les contenus ? De toute façon, ils vont devoir apprendre toute leur vie parce qu'effectivement, tout évolue très très vite. Et donc, notre tâche, voilà, c'est de cultiver cette curiosité, cette adaptabilité et de les challenger en permanence sur ces terrains-là. Pour ce qui concerne en revanche un autre point qui a été abordé autour de la collaboration, c'est cette façon de travailler totalement open. Là, ils ont clairement un avantage sur nos générations parce qu'eux, ils n'ont pas de mue à faire parce qu'ils fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent en open source, en fait, et en open innovation en permanence. Et c'est assez intéressant de les voir évoluer comme ça. Et d'ailleurs, bon, vous allez voir les propos aujourd'hui de quatre étudiants d'une task force, enfin d'une classe plus exactement de 5e année, en design thinking et planning stratégique, donc ils font partie de cette task force Student Factory, qui régulièrement vient apporter le petit pas de côté, le petit regard des jeunes sur des problématiques qui sont abordées par le club. Donc je vous laisse découvrir leur vision de l'entreprise de rêve. Perpétuelle évolution. Si nous devions résumer notre monde, c'est ainsi que nous le ferions. Une perpétuelle évolution qui n'épargne pas le monde du travail, les chocs générationnels, la mondialisation, l'accélération des échanges, la création et la diversification des métiers redéfinissent notre quotidien au bureau ou en télétravail. Qu'attendons-nous aujourd'hui, nous, cette génération qui entre sur ce marché, et comment imaginons-nous l'entreprise idéale? En 5 regards sur ces changements, voilà notre réponse. Je suis Yanis, enfant du 21e siècle. J'ai grandi en regardant la diversité nourrir les mondes créatifs. Aujourd'hui, dans un monde où la singularité est clivante, tantôt valorisée, parfois dévaluée, je me refuse à me sentir discrédité au nom de normes sociales qui sont pour moi dépassées. Nos métiers s'inspirent du monde et de ses changements. Qui serions-nous si nous parlions d'un monde que nous ne faisions que regarder? Et qui serions-nous pour ne faire qu'en parler quand nos communications et nos publicités arborent les nouveaux modes de vie, croisent les cultures et se targuent d'inventer demain? Féministe, LGBTQ+, friendly, handi-accueillante, se refusant naturellement aux préjugés de quelque nature, mon entreprise valorise les initiatives de chacun, permet à tous d'exprimer son style et ses envies. Mon entreprise idéale est inclusive. Inclusive car elle comprend, accueille et valorise ses collaborateurs et leurs talents. Elle met leur personnalité en musique pour permettre l'harmonie et la cohésion. Mon entreprise idéale aussi permet à tous un accès égalitaire à des postes et offre des perspectives d'évolution à tous, peu importe leur situation et qui ils sont. Mon entreprise est inclusive. À l'image d'un monde qui bouge, elle n'a pas peur de changer, ni de se remettre en question. Mon entreprise est inclusive et par définition, elle est leader. Je m'appelle Clara. Mon entreprise de rêve ne me demandera plus d'être corporate. Elle le sera envers moi. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, être corporate aujourd'hui, ça n'a plus rien de sexy, c'est ringard, trop conventionnel. J'ai envie d'exister, d'être reconnue et soutenue comme une individualité au sein d'une collaboration diversifiée. Mon entreprise de rêve, elle n'attendra plus de moi que je m'oublie pour fitter dans son moule préconstruit. Elle sera à l'origine de la construction d'un moule unique pour chacun afin de promouvoir la diversification des profils. Ainsi, je serai à l'aise, à ma place chez elle, sans retenue de qui je suis. Mon entreprise de rêve, elle me poussera à exprimer et à cultiver ma différence et elle en sera fière. Sa task force ne sera plus lisse et normée, mais elle sera variée et complémentaire. Cette entreprise me fera me sentir utile, créatrice de valeur et irremplaçable, peu importe ma position hiérarchique. Mon entreprise de rêve, elle s'engagera pour moi et me sera corporate pour que je m'engage pour elle. Je suis Maëlle. Mon entreprise de rêve, c'est une entreprise qui comprend les aspirations de ses employés et qui leur donne l'opportunité, l'espace, les moyens de s'épanouir. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on veut donner un sens à son métier, une raison de se lever chaque matin. L'entreprise a une place à prendre ou à reprendre dans le besoin d'engagement de ses collaborateurs pour l'avenir, à niveau personnel ou professionnel. Mon entreprise de rêve, elle me laisse du temps pour penser, innover, questionner la manière dont je travaille chaque jour. Elle organise des sessions de partage des différentes visions de chacun pour demain pour le secteur, où tout le monde peut proposer une idée, une impression, un point de vue, sans filtre ni hiérarchie. Elle fait ainsi de l'intelligence collective un puissant levier d'innovation, une innovation fédératrice créée par tous et pour tous qui engage chacun à son échelle vers l'avenir.
Mon entreprise de rêve, je veux aussi pouvoir compter sur elle à niveau individuel, qu'elle me permette d'entreprendre personnellement, à travers des journées dédiées, des plateformes de mise en relation pour faire des rencontres en interne et mûrir des projets à plusieurs. Une entreprise qui revienne à son statut fondamental pour moi, c'est-à-dire une entité créatrice de valeur, un lieu dédié à l'épanouissement à tous les niveaux. Bonjour, je suis Elisabeth. Ne connaissant que la société consumériste, j'ai vu le gain régner et gage de réussite. J'ai vu l'humain user l'humain, j'ai vu l'humain appâter l'humain, mais j'ai aussi vu l'humain élever l'humain. Nos métiers s'inspirent du monde dans lequel nous vivons. Et de fait, comment ne pouvons-nous penser au consommateur final sans penser qu'il n'est pas là pour nous, mais pour ce qu'on a apporté sur la table? Voilà la réflexion de mon entreprise idéale, celle qui va au-delà de la fiche de poste, celle qui comprend que société ne rime pas qu'avec consommer, mais agir, celle qui veut voir plus grand, plus haut pour nous intégrer dans un projet grande cause, celle qui finalement est engagée socialement. Engagée socialement, car elle va au-delà de ses fonctions régaliennes, au-delà du simple produit vendu. Elle aide des communautés, elle soutient les autres. Mais surtout, c'est celle qui comprend que la finalité n'est pas forcément la campagne publicitaire, mais aussi l'action caritative. Mon entreprise idéale est celle qui est engagée socialement, et de fait, elle inspire. L'entreprise omnipotente n'est plus. Et pour cause, elle a perdu son pouvoir de réassurance. Elle n'est plus la condition sine qua non de l'épanouissement. Elle n'est plus non plus une étape de passage obligatoire pour les nouvelles générations. Pourtant, même si son modèle est questionné, malmené, décrié, plus que jamais, l'entreprise a son rôle à jouer. Elle se doit de retrouver une place structurante dans la société. Car dans ce lieu, on s'y construit, on échange, on crée, on déconstruit, on exprime nos désaccords. On y passe une bonne partie de notre temps et parfois même on le quitte. Je suis Victor et mon entreprise rêvée, elle a compris que l'enjeu ce n'était pas d'avoir raison, mais plutôt de comprendre pourquoi elle a tort. Mon entreprise rêvée ne regarde pas sa marge brute pour savoir si elle a réussi son année. En revanche, elle fait du bien-être de ses employés sa priorité. Mon entreprise rêvée, elle n'attend pas la législation pour faire évoluer les mentalités. Par contre, elle fait de ses engagements le combat de tous les instants. Mon entreprise rêvée, elle n'a que faire d'être l'entreprise du moment, car ce qui compte pour elle, c'est d'être l'entreprise de demain. Aujourd'hui, nous continuons de rêver, en espérant qu'un jour, on se réveillera, sachant que tout ceci est désormais une réalité. Beau témoignage, merci Laurence, et puis surtout merci à Maëlle, Victor, Clara, Elisabeth, Yanis d'avoir amené ces 5 témoignages extrêmement riches sur l'entreprise de rêve et leur entreprise de rêve qui est l'entreprise de maintenant et pas simplement du futur. Bernard, je vais vous repasser le mot pour conclure, repasser le micro pour le mot de la fin et la conclusion de cet événement et de ce moment partagé ensemble. Tout à fait. Alors je ne sais pas, d'abord j'ai trouvé les témoignages des étudiants formidables. Je ne sais pas s'il y aura demain un monde sans pub, mais en tout cas je suis sûr qu'il n'y aura pas un monde sans communication. Et je pense que c'est la petite pierre qu'on a essayé d'apporter ce matin pour contribuer à faire évoluer ce métier. Il me paraît essentiel de dire qu'une bonne réponse, ça a toujours été une réponse juste aux besoins, mais que les besoins, effectivement, ils évoluent aujourd'hui en permanence. Et donc, avoir une relation partenariale avec son agence, c'est devenu incontournable. Ce n'est pas un choix, c'est que si on veut trouver des réponses, si on veut s'adapter rapidement, si on veut trouver véritablement des solutions, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir cette relation partenariale. Et ça, ça passe par l'écoute, ça passe par la sincérité, ça passe par la transparence entre nous et avec surtout une façon d'être et une volonté qui est de trouver une solution qui soit gagnant-gagnant. Gagnant pour les agences, gagnant pour les annonceurs. Voilà. Merci vraiment à tous. Je pense qu'on a eu un moment de partage intéressant et bonne journée. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci. Merci.